y a 35% en gros de au final, tout ce qui est présenté sur le festival qui est fait sous une forme de coproduction ou une autre, quoi. Sur les 800 heures de programme, grosso modo, qu'on a chaque année. Voilà. Très exactement, 39% d'événements en ça a été coproduction. Voilà, calculé. très bien. Vous l'aurez compris, le thème de ce soir, c'est les partenariats de Japan Expo. Comme Thomas a commencé à le dire juste avant, Japan Expo ne se fait pas seul, ça se fait avec plein d'acteurs autour et plein de partenaires autour du salon. Il y a différents types de partenaires, évidemment, et on va essayer de les aborder les uns après les autres. On va commencer par les partenaires professionnels. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous entendez par partenaires professionnels ? Ce sont les partenaires qui exposent sur le festival et qui ne font pas partie de tous ceux qu'on a déjà décrits par le passé. Donc, et ils sont une centaine sur les 900 exposants qu'on accueille. Il y a une centaine d'exposants professionnels et c'est avec eux qu'on fabrique pas mal de la programmation du festival, notamment en coproduisant des venues d'artistes, mais aussi en accueillant leurs animations, parce qu'ils font énormément d'animations. Ça peut être, je sais pas, qu'est-ce que vous avez, vous par le passé déjà proposé au niveau des animations, effectivement, on a pu constater que les lecteurs étaient ravis à la fois d'acheter les livres, mais surtout de vivre leurs univers. Donc on a fait des animations très diverses. On a fait par exemple à l'époque autour de Dragon Ball une chasse au Dragon Ball dans une sorte de piscine à balles. L'année dernière, comme on mettait en avant Sakamoto Days, on avait fait une séance de tir de tir sur cible par équipe qui avait énormément marché. Par rapport à Tokyo Revengers, il y avait aussi un principe tout simplement de frappe de machine pour savoir à quel point on était un vrai Bosozoku ou une vraie racaille de Tokyo Revengers. Donc, effectivement, on a pu constater que chaque animation, il y avait énormément de monde et que justement le public était là pour en redemander. Voilà. Et la coproduction, on parlait de l'invité par exemple. Alors là, cette année, je ne sais plus exactement quels sont les termes, mais c'est vrai que généralement, ça peut être une aide opérationnelle qu'on vous fournit parce qu'on fait des partenariats avec des hôtels, avec des des marques de VTC, des chaînes de taxi, j'ai dire. Je suis trop au Japon, moi. Voilà, on a plusieurs partenaires comme ça qui peuvent faciliter la vie pour la gestion d'un auteur ou le prix pour la gestion d'un auteur. Ça peut être des participations financières. Donc voilà, on essaye de collaborer parce que le but de Glénat comme de Japan Expo, c'est justement que le public reparte avec un super souvenir et que les auteurs aussi, parce que nous, de notre côté, on aime bien que les auteurs retournent vraiment au Japon avec la banane pour que ça nous fasse une très bonne pub. Et c'est bon pour nous, c'est bon pour le marché français, c'est bon pour Glénat qui invite cette année 2 auteurs. Oui, les 2 auteurs de Shangri-La Frontier. Donc oui, c'est un travail, je dirais, collaboratif, un partenariat main dans la main, puisque on sait que en termes de communication, le fait que Japan Expo puisse relayer ces événements permet à la fois aux lecteurs et aux lectrices qui sont courants de venir et à des personnes qui ne connaissent pas du tout Shangri-La Frontier ou d'autres séries de se renseigner. Donc là, on est sur des partenariats qui sont à la fois des partenariats, je dirais, en termes de relationnel, en termes de communication, mais on est, comme tu l'as dit aussi, sur des partenariats organisationnels, puisque la venue d'un auteur ou de plusieurs auteurs ne se résume pas forcément uniquement simplement à des dédicaces. Là, je parle d'une manière générale et pas forcément uniquement pour les auteurs de Shangri-La Frontier, mais par le passé, on a fait venir d'autres auteurs. Je pense notamment à Anne Nakahara à l'époque de Killary, où il y avait eu des masterclass avec des rencontres avec le public. Et tout ça, ce sont des éléments qu'on doit bien évidemment prévoir en amont, mais qui sont validés donc avec les auteurs et qui permettent justement de ne pas simplement juste faire la queue pour un dessin, mais aussi, par exemple, d'apprendre à dessiner ou de poser des questions sur des séries. Et c'est là où les lecteurs et lectrices sont vraiment ravis d'échanger avec leurs auteurs. Et on va avoir un petit truc spécial, Shangri-La Frontier, que tu peux dévoiler ou pas ? Alors, pour l'instant, je ne peux pas dévoiler de petits trucs spéciaux, puisque comme je l'ai expliqué en off tout à l'heure, donc on vous disait qu'on vous explique comment ça fonctionne, donc je vous explique comment ça fonctionne avant le live. On est actuellement en fait en phase de discussion et de validation avec les ayants droit. Et à partir du moment où on aura réellement validé la totalité du processus, que ce soit les horaires, les déplacements, etc., là, on pourra communiquer sur les dates. Mais vous imaginez bien que si on vous dit, voilà, ils vont
dédicacer tel jour et que finalement pour des raisons des raisons autres en fait la dédicace n'a pas lieu, ça veut dire qu'en fait on aura annoncé une information qui est fausse. Et ça, on sait que sur un événement aussi majeur que Japan Expo, il faut transmettre des informations qui sont valides. Donc on attend que tout soit validé pour ensuite pouvoir justement vous transmettre les informations. Même s'il faut parfois avoir un peu de compréhension, parce qu'on peut planifier quelque chose et qu'on valide, et puis finalement, un mois après, un auteur peut changer un peu d'avis et on change des horaires, on change des choses comme ça. Oui, C'est la vie de l'événementiel. exactement. On parle beaucoup du coup de ce qui va arriver bientôt pour la prochaine Japan Expo, mais j'aimerais qu'on vienne un petit peu dans le passé. Ouais. Tout d'abord avec vous, messieurs, concernant un petit peu l'historique des éditeurs à Japan Expo. À partir de quand vraiment on a eu du coup les éditeurs qui ont commencé à venir, c'était qui les premiers Bah alors, les éditeurs, ils sont venus pratiquement Day One, non? On a eu des petites touches. Alors au début, c'était pas. Bah, le premier à être venu, je pense que c'est Kana en 2001. Mais c'était un truc un peu particulier puisque c'était un petit stand où on avait le matériel de Kana, on avait les livres de Kana, mais c'était mon père qui tenait la boutique. C'est depuis notre époque. Japan Expo a toujours été C'était une la aventure sous-traitance. familiale. Là, bah, il fallait trouver quelqu'un de confiance. Bon, voilà. En qui d'autre peut-on avoir confiance? Et puis après, les choses se sont engrenées. Puis Glénat a suivi. Assez rapidement. Juste Hein, parce après. que je pense que vous étiez là en 2002, en fait. Oui, on est arrivé sur Japan Expo assez rapidement donc bien évidemment sur la partie manga, puisque Glénat n'est pas qu'éditeur de manga, mais aussi éditeur de bande dessinée et d'autres livres. Mais là, on était concentré sur la partie manga et on a accompagné les différentes itérations de Japan Expo d'année en année. Et on a pu avoir la satisfaction de voir un tel festival grandir avec de plus en plus de public et de constater que l'organisation se professionnalisait, se développait et que là où au départ on était sur une volonté, on va dire, de rassembler, ben, ce rassemblement en fait s'est développé, accru, et on est ravis justement chaque année de pouvoir intervenir auprès de Japan Expo en partenariat et en collaboration pour que cette passion puisse continuer à se développer. Et c'est marrant parce que quand on voit les. Malheureusement, on n'a pas de photos de ces époques-là, mais quand on voit les premiers stands qui étaient fabriqués comme on pouvait, et aujourd'hui, ce que tous les éditeurs, y compris Glénat, montent pour justement accueillir tous ces visiteurs, c'est juste incroyable. Et ça a participé à l'ambiance du festival et à la bonne expérience des visiteurs, quoi. C'est Oui. c'est vraiment l'entremêlement de tout qui a fait que. Ce qu'on a pu constater, c'est que on est passé, on va dire, d'un principe de stand hangar où on était surtout sur des étagères avec des ouvrages en vente, en distribution, etc., à vraiment des stands plutôt animation. On a toujours bien évidemment les espaces de consultation, les espaces de vente, puisque les lecteurs et lectrices qui viennent à Japan Expo viennent très souvent aussi pour compléter leur bibliothèque. Mais on a pu constater qu'à partir du moment où on proposait des animations dédiées dans des univers très spécifiques, à la fois les lecteurs qui connaissaient la série s'y intéressaient et d'autres lecteurs, d'autres personnes venaient par curiosité. Moi, j'ai en tête par exemple une animation qu'on a faite il y a quelques années autour de Tokyo Ghoul. Donc la série est terminée, mais Tokyo Ghoul, le principe c'est donc ce sont des ghouls qui vivent parmi les humains et notamment elles fréquentent un café qui s'appelle l'Antique. Et donc en fait, on avait tout simplement fait un stand qui était un café Tokyo Ghoul où on pouvait juste venir boire un café. Donc l'idée en tant que telle, c'était pas quelque chose de faramineux, mais voilà, on avait tenté et le simple fait de pouvoir revivre cet événement, c'était quelque chose de magique pour ceux qui connaissaient la série. Et on trouve des parcs, pardon. Non, j'entendais Benoît parler d'étagères et je me souviens qu'effectivement, au CNIT, la première année, vous aviez pris des étagères, mais des étagères pas sur mesure, c'était des trucs basiques de l'installateur général qui met des petites étagères droites. Je portais pas le poids des mangas. Sauf qu'une fois que vous aviez mis tous vos livres dessus, ça tombait tout le ouais, temps. Donc on avait passé 3 jours à trouver des solutions pour pas qu'ils finissent par terre les livres. C'est là où et après, après, on a parti sur des trucs où il faut acheter des billes, les gars. Quoi, voilà, c'est ça. On s'est rendu compte que la culture, ça pouvait être lourd et qu'il fallait avoir les meubles correspondants. Tant qu'on est sur les stands, alors Japan Expo, le salon il s'est agrandi au fil des années évidemment, et les stands des éditeurs également aussi, parce que tu me parles d'une époque où il y avait 2-3 meubles. Oui, je pense qu'à l'époque ça devait faire 18 mètres carrés, et maintenant ça en fait 200. Oui, à peu près, je crois, quelque chose comme ça. C'est énormissime, mais au-delà même de la superficie, c'est vraiment comment même en hauteur comment ça peut monter, les décors. Oui, puis cette année faut pas le rater, il y a un aquarium sur le stand de toute façon, donc.
Non ? Oui, il y a toujours effectivement des réflexions très poussées au niveau des stands. Ce qu'il faut bien voir, c'est que au fur et à mesure que les relations avec les éditeurs japonais se sont développées, bien évidemment, les éditeurs français ont pu voir ce qui se faisait au Japon en termes de matériel, de promotion de PLV. Et c'est sûr que quand on voit un Luffy géant gonflable au Japon, on n'a qu'une envie, c'est de dire on va le rapatrier en France. Et il est certain que quand vous arrivez à Japan Expo, vous voyez un Luffy géant, ça marque au niveau des esprits. C'est pas simplement oh là là, il y a plein de monde, c'est je vois un truc qui dépasse, où est le stand Glénat, tu suis le chapeau de paille que tu vois là-bas. Donc ça c'est des événements qui sont intéressants. Et après, chaque année, il y a aussi une volonté de renouveler le stand, renouveler l'expérience, parce que les gens qui viennent à Japan Expo viennent parce que c'est un public, on va dire, d'habitués, mais c'est un public d'habitués à quoi ? À la nouveauté. C'est ça, totalement. En termes d'invités un peu historiques de Glénat à Japan Expo, est-ce que tu aurais quelques noms à nous citer ? Je sais qu'il y a des grands monsieur, des grandes personnes qui sont venues. Je crois qu'il n'y a pas eu Akira Toriyama, par contre. Mais ça... Non, il n'y a pas eu Akira Toriyama. Ce jour-là, moi, je prends Croise tes doigts pour les un jour, vacances juste pour aller faire la queue et essayer d'avoir une dédicace comme les autres. C'est vrai que Il c'est n'y a compliqué de personne au ramener. service exposant. Non, il n'y a personne à Japan Il y a Expo. tout le monde en train d'essayer d'avoir une. Alors au niveau des invités historiques, c'est vrai qu'on essaye d'une année sur l'autre de faire intervenir différents auteurs. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ça, notre catalogue, on a tout à la fois des auteurs japonais et des auteurs de manga de création. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que tous les lecteurs puissent rencontrer leurs auteurs. J'ai un souvenir particulier, donc de notamment une année où justement le manga French Touch avait été mis en avant avec du coup tout un tas de tables rondes avec les auteurs, et ça avait permis justement aux lecteurs et lectrices de comprendre le métier d'auteur, puisque très souvent simplement les gens achètent l'ouvrage sans forcément avoir conscience du travail derrière, de réflexion, d'histoire, etc. Et là, ça avait permis de mettre les choses en avant, et aussi du coup aux gens de comprendre que oui, il y avait certaines exigences. Après, oui, on a différents auteurs qui viennent, et justement on parlait tout à l'heure d'Impondérable. Je me souviens notamment que quand on avait fait venir donc la dessinatrice de Kagaster, elle avait eu un planning de dédicaces qui était assez rempli parce qu'elle était extrêmement collaborative. Il s'est avéré que malheureusement il y a eu un petit problème de santé et que du jour au lendemain on a dû annuler la moitié de ses dédicaces parce qu'elle n'était juste pas en mesure de les faire. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. Puis bien évidemment après, chaque année on a différents auteurs. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'en fait lorsqu'on va faire venir un auteur, comme on est dans une phase de négociation avec l'ayant droit, la première chose, c'est qu'en fait l'auteur doit savoir s'il est disponible pour Japan Expo. Et généralement, comme les auteurs travaillent sur leurs œuvres, vous allez rarement avoir leur éditeur japonais qui va dire ouais, pas de problème, ne publie pas cette semaine, tu peux aller à Japan Expo. Donc ça veut surtout dire que les auteurs en fait doivent prendre de l'avance, et il est pas rare que des auteurs qui viennent par exemple pour dédicacer à Japan Expo, en réalité par exemple le soir, là où vous vous seriez dit ok, ils vont sortir, en fait ils rentrent à leur hôtel et ils travaillent sur leur planche. Donc c'est aussi des éléments justement qu'il faut prendre en considération. Là ça a un peu tendance à se calmer ces derniers temps, mais ça fait partie des éléments à garder en tête. Nous, les Clamp, elle nous avait demandé d'être côte à côte dans les business parce qu'elle dessinait pendant le vol, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une organisation qui est très, très précise, très, très pointue, pour qu'ils puissent gérer à la fois profiter de Japan Expo en tant que visiteur, rencontrer leur public, et en même temps assurer, on va dire, la publication japonaise, parce que s'ils sont publiés dans un hebdomadaire ou pas, il faut qu'ils assurent. Rien ne peut arrêter la prépublication. Exactement. Surtout pas Japan Expo, nous on veut pas être. Et puis après vous vous plaindrez parce que vous aurez plus vos bouquins. Voilà, faut qu'on fasse attention de effectivement tout prendre en compte. Effectivement. On continue concernant un petit peu l'organisation autour des salons comme Japan Expo pour Glénat. Déjà pour une Japan Expo, faut se préparer combien de temps à l'avance en tant qu'éditeur pour ramener les auteurs, pour évidemment ramener les auteurs, monter le stand, choisir les animations qu'il y aura, les faire. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps selon, je dirais, le bon vouloir des auteurs. Bien évidemment, quand on travaille en direct avec des auteurs de manga de création, c'est beaucoup plus facile. À partir du moment où on veut faire intervenir des auteurs japonais, donc pour les faire venir en France, il faut un délai minimum d'1 an, voire davantage, pour justement espérer avoir une réponse. Et quand je dis espérer avoir une réponse, ça peut être un non, tout simplement. Donc ce travail se fait très en amont, à la fois parce que il faut que les auteurs puissent se projeter, et que après
ils s'organisent en termes de travail. Une fois qu'on a, on va dire, une réponse, vient justement la phase d'échange, négociation, discussion sur quel serait leur planning, quelles seraient leurs rencontres. Et dans les rencontres, il y a bien évidemment les rencontres avec les fans, mais il y a également les rencontres professionnelles. Lorsque vous avez des journalistes ou des influenceurs qui veulent les interviewer, eh bien, ça veut dire qu'il faut leur prévoir des créneaux. Et là, vous avez une sorte de jeu de Tetris temporel où vous dites, bon, alors de 9h à 9h30, c'est bon. Par contre, de 9h30 à 9h45, il faut que je prévoie une pause parce que les personnes ne vont pas enchaîner les rendez-vous avec les autres. L'après-midi, il y a la dédicace. À tel moment, il y a la phase de déjeuner, donc il faut aussi l'intégrer parce que justement, les auteurs déjeunent pas sur le pouce, ils déjeunent dans leur staff. Et en parallèle, il y a justement avec Japan Expo tous les échanges sur justement les loges et puis les lieux de repos pour qu'ils puissent être, lorsqu'ils ont besoin de se reposer, je dirais un petit peu au calme et pas dans le brouhaha stimulant de la convention. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. J'aime bien le bois stimulant. Ouais, c'est la première fois que mon brouhaha est stimulant. Vous pourrez réutiliser le terme, il est libre de droit. Et concernant un petit peu tout ce qui est stand et animation, tu sais combien de temps il faut pour... Alors, tout ce qui est stand et animation, on est plutôt sur un délai d'à peu près entre 8 et 6 mois. C'est-à-dire que très en amont, on réfléchit déjà sur les séries qu'on veut mettre en avant et sur les thématiques. C'est-à-dire que là, je parlais tout à l'heure, par exemple, de la piscine Dragon Ball. Ça nous paraissait une évidence d'aller chercher des boules de cristal en plastique dans une piscine parce que c'était parlant, mais il faut que la thématique soit en rapport avec la série. Sakamoto Days, on est sur une histoire d'assassin, donc forcément, tirer au pistolet nerf sur des cibles, ça fait sens. Donc le premier élément, c'est de réfléchir à une animation qui fasse sens par rapport à la série, de la faire aussi valider par l'ayant droit, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un ayant droit qui peut dire non, je suis désolé, je veux pas que vous utilisiez des armes pour ma série. Ok, très bien. Et à partir du moment où ensuite ces animations sont validées, là, on peut, je dirais, réfléchir en termes de logistique sur quel délai, quel flux aussi en termes de participants, parce que généralement, sur les stands, les animations se font avec les participants qui font plutôt la queue, on va dire, dans les allées centrales. Et on sait aussi que c'est une problématique, je dirais, de sécurité, de faire en sorte que les allées centrales ne soient pas trop surchargées pour des questions de circulation. Donc, ce sont des éléments qu'on essaye de prendre en compte en amont. Et c'est aussi pour ça que pendant les animations, très régulièrement, on sort en fluidifiant un petit peu la foule pour éviter les amas. Donc on a tous ces éléments-là. Et après, pour le stand en tant que tel, je dirais à partir du moment où les animations ont été déterminées et où l'espace de librairie est connu, là vient la phase de réflexion du stand sur comment, pareil, on va gérer cette circulation au niveau des flux pour éviter que les gens piétinent trop. Alors, bien évidemment, le samedi, c'est un peu difficile. Et ensuite, au fur et à mesure, on avance. Mais ce qui fait que je ne dis pas que dès que le premier Japan Expo est terminé, on pense au suivant, mais globalement, à partir de septembre, on commence déjà à se poser la question de l'itération à venir, et dès novembre-décembre, on a déjà des éléments dans les tuyaux. Et vous avez parfois des animations que vous récupérez du Japon pour les mettre en France ? Alors, on a parfois des animations qu'on récupère du Japon. Oui, alors en termes d'animation, pas forcément, parce qu'en fait, il y a des problématiques simplement de logistique, etc. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit des animations qui sont faites au Japon qui nous intéressent, eh bien, on se dit, tiens, si ça a été validé comme ça au Japon, on devrait pouvoir faire le même à notre sauce pour la version française. Mais on va pas forcément chercher le matériel au Japon, parce que comme c'est simplement une animation, on n'a pas forcément besoin. C'est sûr que quand on dit on veut un Luffy gonflable, là oui, on va aller le chercher au Japon parce qu'on l'a pas chez nous. Mais quand c'est simplement, je dirais, une animation en tant que telle, quand on discute avec les ayants droit, on dit voilà, on a repéré cette animation à l'occasion de la Jump Festa ou d'une autre, on aimerait faire la même chose avec ces critères, et comme c'est une animation dont ils sont familiers, ils ont bien évidemment plus facilement tendance à la valider. Donc le bateau de pirate de Luffy avec tous les canons qui tiraient au Jump Festa, peut-être un jour on le verra sur le stand de Vena. Avec un peut-être, on peut tout faire. Non, c'est clair que pour les visiteurs, Japan Expo, ça dure 4 jours dans l'année. On se rend pas compte forcément, je pense que derrière, pour des stands comme celui de Glénat, c'est 6 à 8 mois, donc carrément l'année entière, parce qu'avec les vacances d'été et le Japan Expo qui a lieu... C'était aussi ça le but de ce soir, c'était de montrer que nous, on travaille parfois 12, 18, 24 mois à l'avance, mais il n'y a pas que l'organisation de Japan Expo qui s'y prend très longtemps à l'avance pour seulement 4 jours. Et en fait, des fois, effectivement, quand on voit certains
certaines réactions, on est content parce que c'est le résultat de 9, 12 mois de travail, quoi. Et à contrario, par contre, quand vous êtes un peu dur avec nous, alors qu'on a bossé 12 mois dessus, Ça fait mal C'est vraiment trop pince du. voilà, mais c'est vrai que parfois on se rend pas bien compte de la quantité de travail et parfois aussi de beaucoup de gens qui travaillent dessus parce que c'est long. Mais je sais pas combien vous êtes à préparer le stand, mais ça peut être. Au niveau du stand, je dirais qu'on peut monter facile à une petite quinzaine de personnes, Ouais, puisque c'est ça, voilà. on a l'équipe événementielle, bien évidemment, pour toute la partie, on va dire, purement logistique, mais on a toute l'équipe éditoriale, on a toute l'équipe marketing, plus après des services support en termes de communication. Je parlais tout à l'heure, par exemple, du fait de faire venir des auteurs et de prévoir des dates pour des interviews avec les journalistes. Donc ça fait aussi appel au service de presse qui doit caler les rendez-vous. Donc oui, on peut très facilement être une vingtaine de personnes, et c'est pour ça que sur Japan Expo, on a des points qui sont très réguliers en termes d'organisation, des points hebdomadaires, et bien évidemment, dès qu'on a une information qui tombe, on ne dit pas bon, j'attends lundi prochain parce que c'est la réunion. Non, l'information tombe, on la transmet parce que ça permet aussi de rebondir. Très bien. Et on sait aussi que Japan Expo, c'est 4 jours dans l'année, mais c'est aussi un moment très important dans l'espace des sorties manga aussi qui sortent pendant cette période-là. C'est quoi les enjeux, par exemple pour Glénat, d'être présent à Japan Expo et peut-être même de sortir des nouveautés à Japan Expo, en tout cas dans les alentours de Japan Expo? Est-ce que vous venez pour vendre un max de bouquins, ou c'est surtout aussi pour faire de la com, j'imagine, et pour parler un petit peu au public, voir les visiteurs aussi, les lecteurs des séries, j'imagine également, voir un petit peu les réactions, leurs avis. Alors j'aime beaucoup quand tu poses les questions et que tu fais les réponses avec, parce que du coup moi ça m'économise un petit peu de travail. En fait c'est un mélange de tout ça, c'est-à-dire que bien évidemment comme on a un espace de vente, c'est pour permettre justement aux lecteurs et aux lectrices d'acheter les séries qu'ils et elles apprécient, et je dirais c'est d'autant plus important qu'on a pu constater que les personnes qui viennent à Japan Expo, pour une partie en fait, n'ont pas forcément de librairie près de chez eux, ou alors n'ont pas le réflexe de commander en librairie. Donc en fait elles viennent avec une liste en disant alors il me manque tel tome, et ensuite du coup elles repartent avec un panier rempli de séries. On se dit mais ce titre il est sorti il y a 5 ans, bah ouais mais je le trouve pas en librairie. Donc déjà il y a je dirais un besoin des lecteurs et lectrices de pouvoir compléter leur collection. Après, le fait de participer à Japan Expo en tant qu'éditeur, c'est bien évidemment le fait d'être au contact des communautés, d'échanger avec les lecteurs et les lectrices, que ce soit dans le cadre de live ou tout simplement même sur les stands libraires, sur ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, d'écouter tout simplement, parce que bien évidemment tout le monde va pas venir nous voir en disant alors j'ai adoré ci, j'ai adoré ça, mais on peut avoir des personnes qui disent tu vois, j'ai bien aimé cette série, mais par contre, je regrette qu'ils aient fait tel choix, etc. Donc, ça permet, nous aussi, d'avoir un retour terrain de la part des lecteurs et lectrices, parce que nous, notre rôle, en fait, c'est de sortir des bouquins, mais qui plaisent au maximum. Donc, autant étudier ces éléments. Et après, il y a bien évidemment toute une dimension, on va dire, iconographique en termes de représentation, où on est sur des univers, bien évidemment, extrêmement variés en termes de divertissement. Et ce qui est important, c'est que les personnes qui viennent à Japan Expo, elles viennent pour se divertir. Et donc, elles sont là notamment, elles passent sur le stand Glénat pour cet objectif. Donc notre but, c'est de faire en sorte d'y parvenir. En parlant de divertir, actuellement nous sommes en live sur Twitch. Je sais que Glénat a aussi une chaîne Twitch où vous êtes actif tout au long de l'année. Et aussi à Japan Expo depuis maintenant, peut-être l'an passé, peut-être celle d'avant. On avait commencé l'année dernière, oui. Déjà, est-ce que vous comptez réitérer peut-être encore pour cette année? Et aussi, pourquoi du coup ce choix de faire un petit plateau sur le stand Alors, on avait pu constater qu'au niveau justement des développements sur les réseaux sociaux, sur les communautés, le fait d'être suivi en direct, c'est quelque chose qui marchait très bien. Il y a qu'à voir au niveau des médias, je dirais traditionnels comme la radio, où ils se déplacent très régulièrement dans des salons du livre et autres conventions, en disant voilà, aujourd'hui on est dans telle ville, et on a voulu reproduire ça parce que on n'oublie pas en tant qu'éditeur que certes nous avons énormément de communautés qui viennent nous voir, mais nous avons aussi énormément de communautés qui aimeraient venir à Japan Expo, mais qui soit n'ont pas les moyens, pas le temps, pas la possibilité. Et on trouvait ça extrêmement frustrant en tant qu'éditeur de se dire on ne va privilégier que les personnes qui sont présentes. Le fait d'avoir proposé justement un studio en live pour partager, c'est justement que les personnes qui sont trop loin, qui ne peuvent pas venir, puissent vivre un tant soit peu de cette expérience. Et c'est pour ça aussi qu'au niveau des lives, on avait fait en sorte que la programmation soit assez variée, avec par exemple des expériences comme Dr Stone, des interviews d'autrices comme Vanra sur le processus de création, etc., pour que, on va dire, chacun puisse goûter
à Japan Expo, bien évidemment en l'occurrence par le Prisme Manga, mais voilà, pour pouvoir en profiter. Et donc vous aviez à la fois ceux qui ne pouvaient pas venir, qui profitaient de ces éléments, et ceux qui étaient à Japan Expo, qui pouvaient en même temps, je dirais, assister à cet aquarium où les gens parlaient et intervenaient. Et donc c'était, je dirais, un effet bénéfique pour tout le monde. Vous aussi d'ailleurs, vous êtes sur Twitch également pendant le salon, il y a des choses qui se passent sur la chaîne Twitch. On a toute la journée sur la scène Taquet. Tous les programmes qui sont proposés sur la scène Taquet sont proposés aussi en live sur Twitch C'est ça, donc c'est aussi un réel enjeu. j'ai du l'impression matin que- au soir. C'est ça, c'est un réel enjeu de faire vivre Japan Expo en dehors aussi du salon, que ce soit pour les éditeurs comme pour vous, messieurs. Pour continuer un petit peu sur les partenaires un peu professionnels, il n'y a pas forcément que les échanges financiers, il y a aussi d'autres types de partenariats. Par exemple, un partenariat avec une marque de thé. Oui, voilà, on voulait proposer des bons thés aux invités japonais, notamment, qui boivent beaucoup de ce breuvage, n'est-ce pas? Et il se trouve qu'on a rencontré des fabricants de thé qui nous ont proposé un partenariat pour faire goûter leur thé à tous les professionnels. Donc du coup, nous avons la chance de pouvoir faire Dans les espaces pro. dans les espaces pro, de pouvoir faire goûter du thé Une très bon thé. au top. Ça tombe bien. En parlant aussi de ce qu'on peut offrir, il y a les dotations. C'est ça, c'est que donc on a toujours dit il y a plein d'animations dans Japan Expo, plein d'opportunités de jouer à des jeux, participer à des quiz, et ce genre de choses. Et en fait, les gens gagnent la monnaie virtuelle de Japan Expo qui sont les Gen. Et après, ils peuvent aller à la boutique des Gen. Et là, il y a plein de cadeaux qu'ils peuvent échanger contre les Gen. Et ces cadeaux-là, pour l'essentiel, viennent de tous les partenaires qui offrent ces dotations dans le but de faire plaisir à leurs futurs propriétaires. Donc c'est un moyen de faire découvrir des œuvres, c'est un moyen aussi juste de remercier la communauté. Parfois, il n'y a pas forcément des choses très complexes derrière, mais c'est ce qui permet d'animer les quiz et de donner aux associations suffisamment de produits pour récompenser tous les gens qui participent à la myriade, à la pléthore de petits jeux ou grands jeux, parce que quand on gagne un cosplay, évidemment, on ne gagne pas le même nombre de gènes que quand on participe à un quick draw ou un petit quiz. Quoi. Voilà, et on encourage tout le monde à donner quelques dotations pour faire connaître vous les plaît. séries, parce qu'effectivement... Après le placement de produit, le placement de demande. Voilà, hop, hop. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, on a de plus en plus de gens qui participent, et l'année dernière, on a eu cette tristesse d'être un peu à court de petits cadeaux, en fait. Donc, on avait... il restait une console, etc. Mais les gens qui avaient gagné quelques gènes et qui voulaient se prendre un manga, on était un peu à court. Donc, j'en profite, effectivement, pour... Tu fais bien de faire passer le mot. Le message est transmis. À Glénat, mais à tous les autres. Je veux dire, Je vous accompagnais également sur plein de petits projets, même de gros projets, comme la chasse au trésor Kankama, mais aussi sur des expositions, comme celle de Full Metal Alchemist, Naruto, etc. Quand C'est ça, les expositions, en fait, bon, là, on met à disposition C'est les ça. espaces. Et effectivement, sur Full Metal Alchemist, Kurokawa avait créé une exposition. Sur Albator, Kana avait fait une zone Albator avec le trône, etc. On pouvait se faire prendre en photo. One Il y avait Jérôme Alki qui était là, voilà. On avait des zones One Piece, Naruto. Il y a plein d'occasions. On a également, alors ça c'est carrément avec le Japon qu'on avait travaillé l'exposition Gundam, puisque c'était les 40 ans de Gundam en 2019. Donc on avait travaillé avec Sunrise, Atanime, Bandai Namco, pour mettre ça en avant à l'occasion de l'avenue de Monsieur Tomino, notamment. Voilà. Très très bien, et évidemment, on ne peut pas les oublier, c'est les avant-premières, les projections qui sont venues aussi à Japan Expo, et ça aussi c'est un partenariat très les important. avant-premières, j'ai dû parler de projection, mais ça peut être des avant-premières en termes de projection, ça peut être des reveals de licences, des reveals de planches, parfois de dessins, il y a beaucoup de choses. Et toutes ces avant-premières n'existent que parce qu'il y a des partenaires qui gardent la primeur au festival pour révéler ce qu'ils auront à montrer. Donc c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire tout seul, nous, en tant que Japan Expo, parce que nous n'avons pas les licences et les contenus concernés, mais du coup, c'est grâce aux partenaires qu'on peut avoir autant d'avant-premières sur le festival. Très bien, là c'était pour les partenaires professionnels. Il y a évidemment les partenaires pour la programmation, on en a parlé beaucoup la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines. Japan Promotion. Japan Promotion, voilà, qui s'occupe de tout ce qui est culture traditionnelle,
en provenance du Japon. Donc ça, c'est un partenaire japonais. Mais on avait également une société qui s'appelait Cool Japan, Cool Japan, avec qui tout on à faisait fait. le concours Tokyo Candle, donc un concours d'idol au Japon où le gagnant venait en France. On travaillait également avec une société pour Japan Expo Rocks, donc ça c'était des groupes de musique rock. Au Japon, pareil, on sélectionnait, le gagnant avait le droit à un joli temps de passage sur scène. Voilà, donc ça c'est vraiment des partenaires dans toute la partie programmation. Ou quand on a fait des show-matchs sur League of Legends Avec avec Riot, Riot, ouais. c'est pareil, c'est des choses qui sont énormes à mettre en place et qu'on ne peut faire que grâce à l'implication des partenaires. Euh, Il y a 35% en gros Voilà, de au final, tout c'est ce qui est présenté sur le festival qui est fait sous une forme de coproduction ou une autre, quoi. Sur les 800 heures de programme, grosso modo, qu'on a chaque année. Voilà. Bah, très exactement, 39% d'événements en Ça a été coproduction. Voilà, calculé. très bien. Et voilà. Et on a aussi, effectivement, tout un tas d'associations avec qui on travaille qui viennent présenter. Alors, la Fédération française de Go qui vient présenter le Go, le Shogi, le machin. Il y a plein de choses comme ça où on travaille en partenariat avec des fédérations, avec des associations pour proposer un maximum d'activités, d'animation, quoi. Voilà. Et 7000 mètres carrés, là, en fait, c'est énorme. Parce que c'est 7000 mètres carrés de stand. C'est-à-dire que ça compte pas tout l'environnement, les allées, les passages. Donc, il y a énormément de gens qui s'investissent et qui permettent que vous puissiez vous plaindre en fin de journée, de vous dire, voilà, ma journée est passée, j'ai pas eu le temps de tout faire. C'est grâce à eux. C'est grâce à notre collaboration. On en a fait un peu quand même, mais c'est grâce à notre collaboration qu'on arrive à avoir autant de choses à vous offrir et à vous faire. Tu parlais d'expérience et de s'amuser, de découvrir. Voilà. C'est l'objectif de tous ces gens-là qui participent à Japan Expo en tant que professionnels, en tant qu'associatifs, qui viennent de France, qui viennent du Japon, qui viennent de partout dans le monde, hein, parce qu'en fait, il y a la France et le Japon beaucoup, mais en vrai, des gens qui viennent de partout dans le monde, et c'est tous ces efforts que on veut saluer ce soir. Effectivement. Pour parler un petit peu de la communication et des partenaires dans ce domaine, évidemment, vous avez pléthore partenariats médiatiques, Oui. notamment dans la presse, la web, radio, télé, des échanges de visibilité avec pas mal de plateformes et de chaînes, des partenariats historiques avec des presses, de la presse, comme Animeland. Oui, Animeland, ils existaient avant nous. Donc, Voilà, évidemment, c'est tellement historique, au début, on était très contents qu'ils aient les petits nouveaux. Maintenant, on a bien grandi. Eux ont connu la crise de la presse un petit peu aussi. Donc, on est content d'avoir pu continuer à travailler avec eux. C'est un média important pour nous. Mais on a développé énormément de partenariats dans plein de domaines parce que Animeland, c'était vraiment manga, animation. Et puis, on travaille sur toutes les thématiques du festival. On Donc, peut voir, il y a Zoom Japon, Zoom sur la Japon. partie justement plus culture Japon. Après, il y a Coyote Manga News en ligne, qui est arrivé plus tardivement, parce que ça a été avec l'avènement de l'Internet, je ne sais pas si vous connaissez. C'est important pour nous parce que c'est grâce à ces partenariats-là qu'on fait savoir tout ce qu'on prépare avec tout le monde là, dont on vient de parler avant. Tout ce qu'on prépare, on peut le partager via ces partenaires médias. Il faut savoir que, par exemple, l'année dernière, on avait 19 partenaires médias. On n'aurait jamais eu les moyens, juste en achetant comme ça, clash, de mettre de la pub dans tous ces médias-là. Parce qu'il y a des choses comme France Inter, des choses comme les cinémas CGR, des campagnes de com dans les cinémas CGR. Si CGR n'a pas envie de s'impliquer dans le festival et d'aider à le faire connaître, nous, on ne peut pas acheter comme ça, c'est très très cher les emplacements dans les cinémas. Donc c'est hyper important et ça nous permet d'avoir, on a même la valeur, on peut la partager, c'est sympa. Oui. En gros, une campagne média d'un Japan Expo, ça vaut dans les 850 000 €. On n'aurait pas pu dépenser. Oui, et ça, c'est en dehors des achats. Ça, c'est C'est en vraiment dehors juste des achats, c'est les juste échanges. les valeurs d'échange. C'est-à-dire tous les efforts Après, il qu'on faut a fait acheter avec tout le monde. les réseaux d'affichage dans le métro et compagnie. Et c'est aussi un témoignage de la reconnaissance de notre marché. On a construit avec nos petites mains, là, tous ensemble, par le grand public. Parce que aujourd'hui, ça peut presque paraître normal, mais là, je parlais des cinémas CGR ou de France Inter ou même de Télérama avec qui on était partenaires dans le passé. C'est des gens, il y a 20 ans en arrière, là, quand il y avait les étagères qui bougeaient, jamais ils ne se seraient intéressés à ce point au phénomène manga.
Et c'est le fait qu'ils soient partenaires du festival aujourd'hui, c'est un témoignage, c'est un retour des choses et c'est la preuve que notre marché, en fait, a vraiment atteint une forme de maturité et de reconnaissance par tout le monde. Et c'est essentiel, quoi, parce que c'est aussi un super message à envoyer aux Japonais quand ils viennent sur le festival. Et c'est ce qui fait ce temps où on va parler de Japon partout. C'est un peu une fierté. Parce que on parlait des RP, mais toutes les RP, toutes les personnes des relations presse de tous les éditeurs, de toutes les grandes maisons du festival s'y mettent, et du coup tous les journalistes se disent mais qu'est-ce qui se passe avec le Japon en ce moment-là, oula. Et du coup ils ont tous envie de parler de Japon, et ça permet d'avoir une méga mise en avant du manga, du dessin animé, et ça nous donne l'élan pour l'année à venir. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler qu'en parallèle à l'aspect, on va dire, grand public de Japan Expo, il y a aussi toute une partie business center où les ayants droit ont des rendez-vous et discutent, et ce qui est aussi une preuve supplémentaire de la légitimité de Japan Expo vis-à-vis des professionnels. Business Center est devenu le B2B. Les B2B. Mais on y est. Nous, on a bien compris le On message. prépare le futur du Par marché. exemple, tu fais bien d'en parler. Parce que, par exemple, toi, en tant qu'éditeur, tu viens peut-être aussi pour rencontrer des ayants droit japonais. Alors, moi non, parce que je ne suis que responsable éditorial, donc je m'occupe de publier les titres, mais il est certain que ma directrice éditoriale, bien évidemment, participe sur Japan Expo, mais il y a aussi un grand nombre de rendez-vous avec les ayants droit, et les deux, bien évidemment, se mélangent harmonieusement. C'est vrai que ça aussi, c'est encore un autre aspect qu'on abordera peut-être un autre jour dans une autre émission, parce qu'il est aussi très important. Le B2B Ouais, le Ah oui, B2B. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, si on le fait aussi. Mais je sais que c'est quelque chose qui pourrait peut-être intéresser. Moi, ça m'intéresse. Je veux savoir un petit peu comment ça se passe dans les salles obscures de Japan Expo. C'est très lumineux. C'est très très lumineux pour le coup. Ouais. Et du coup, voilà. Et puis en plus de tout ça, donc il y a tous les partenaires aussi qui s'impliquent dans tous nos événements hors les murs, ou qui dépassent juste le cadre de Japan Expo, comme le Mangaka Challenge qu'on a annoncé il n'y a pas longtemps, les Daruma, la Manga Week, les événements avec la FNAC ou encore avec la RATP qu'on est en train de préparer. Ça fait partie des choses qui vont faire parler de tout ce qui se passe dans le festival. C'est ça. En dehors du salon, il se passe quand même pas mal de choses. Des partenariats logistiques, évidemment. Tu as parlé des hôtels tout à l'heure. Oui, alors les hôtels, effectivement, l'année dernière, c'était en 2019. En 2019, c'était 6 hôtels partenaires et on a du coup 1372 nuitées qui ont été prises chez ces partenaires. Et effectivement, on a toute une sélection d'hôtels avec différentes gammes de prix qu'on propose notamment aux gens qui font venir des auteurs ou des choses comme ça, qu'on propose aussi au public parce que sur le site, on trouve régulièrement des bons plans où vous pouvez obtenir des tarifs préférentiels pour Japan Expo chez certains, dans certains hôtels. C'est la masse là qui motive. Voilà. Mais après, dans les partenaires logistiques, par exemple, ça fait des années maintenant qu'on travaille avec un installateur audio-vidéo qui s'appelle Match Event, qui sponsorise notamment la scène Take, mais qui est aussi à l'origine notre partenaire sur toutes les scènes en fait. Et du coup, avec qui on construit le développement du festival tous les ans et qui, quand on a une envie d'un petit truc nouveau, machin, mais qu'on n'en a pas forcément rien, il sait nous accompagner là-dedans en nous disant écoute, ça c'est moi qui le prends en charge, t'inquiète, on va leur mettre un écran, ils vont en prendre plein la vue. Et voilà, donc c'est des gens importants. On parlait aussi des transports, donc on travaille avec des VTC. Chaque année, on propose des tarifs préférentiels pour les partenaires professionnels dans ce cadre-là. On avait aussi sur la scène Take, par exemple, Nvidia, Maxnomic qui était là pour les sièges, Nvidia pour les PC, pour toute la partie e-sport au final. Voilà, quand on parle d'échange et de co-construction, c'est aussi parfois juste pour accumuler tout le matériel qui est nécessaire à la production des différentes scènes, puisqu'il y a 15 scènes, c'est énorme, et chaque scène a ses trucs, quoi. Parce qu'on parle de... quand vous voulez mettre un grand écran qui projette bien, derrière, c'est une technologie de dingue pour arriver à projeter en bonne qualité, pour que tout le monde soit content, y compris l'ayant droit qui va regarder l'image en disant alors là, vous voyez, dans l'angle là-bas... Et les fans qui après s'en prennent plein les yeux et qui se souviendront longtemps de leur expérience. Et ça se fait grâce à ces providers, à ces fournisseurs qui ont une connaissance de leur produit qui est incroyable, ou que parfois on challenge. François aime bien faire ça. Par exemple, on voudrait bien faire ça. Ils font, c'est-à-dire. Et puis après, ils vont chercher et ils trouvent toujours des solutions. Très très bien. Et pour conclure, un des partenariats les plus importants, évidemment, c'est le partenariat marketing
Notamment, bon, tu l'as dit aussi, les sponsoring de scène. On l'a avec Match Event pour la scène taquet. Voilà, Par On exemple, a avec les Maxnomic et compagnie qui nous aident à avoir des produits. Et puis tous ceux qui nous aident à financer, n'est-ce pas? et c'est là qu'on se tourne vers le monsieur à qui on va donner le micro Le festival, parce qu'on a quelques partenaires qui, en échange d'une certaine visibilité que vous voyez pas du tout derrière sur l'écran rouge, Voilà. Hop. Merci la régie. nous donnent de l'argent pour nous aider à aller encore plus loin dans Ce qu'on peut l'organisation du proposer au public, festival. ouais. C'est là qu'on se tourne du coup vers Yongnae Kim, CEO de Picoma en France. Tout d'abord, tu peux te présenter très rapidement, peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore forcément. Tu as fait ta scolarité en France, tes études en France. Tout à fait, scolarité et les études en France. J'ai commencé ma carrière, en tout cas dans le secteur, avec Daily Toon, que j'ai quitté certaines années après pour rejoindre Picoma et Picoma Europe et commencer l'aventure Picoma en France. En 2021, tu es nommé du coup PDG de Picoma Europe, de la filiale Picoma du coup, et tu en es aujourd'hui le leader. C'est le leader dans la lecture numérique de manga et de webtoon. Ça c'est important de le dire. C'est vrai que là vous êtes partout en ce moment là depuis maintenant presque un an. Ça fait un an que ça a été lancé en Alors France ça fait un an, le 17 mars, donc 17 mars. Ok, c'est passé un petit peu. Un an et un mois. Un an et un mois. Un an et un Et mois. le Pile poil. 17 Pile avril. poil. On fait Ah, un an et un pile mois poil. aujourd'hui. Anniversaire. J'aimerais qu'on fasse un petit peu le lien avec Japan Expo. Du coup, comment vous en êtes venus à collaborer ensemble à Japan Expo? Pourquoi Japan Expo déjà dans un premier temps? Et comment ça s'est fait? En fait, quand on est arrivé en France, donc quand on a lancé le service en mars 2022, c'était une évidence pour nous en fait d'entrer en partenariat, notamment avec Japan Expo, pour la bonne et simple raison que Picoma, comme tu l'as dit, est la première application au Japon de lecture de manga et de smartphone. Les smartphones, c'est les webtoons. Vu qu'on vient du Japon, on propose à la fois des mangas et des smartphones. C'était une évidence pour quel est l'événement, quel est le plus grand événement et l'événement le plus important en France sur la culture japonaise, Japan Expo, bien entendu. Et en plus, il y avait eu on a tous connu la période Covid avec les confinements, déconfinements. Et c'était également le retour de Japan Expo en 2022 après les années Covid. Et on a été ravis d'accompagner, et on est toujours ravis d'accompagner en fait Japan Expo pour l'an dernier, mais également pour cette année aussi. Voilà, donc, Parce qu'ils étaient partenaires officiels l'année l'an dernière, passé. mais Picoma est toujours avec nous, partenaire officiel cette année. vous pouviez pas les louper, hein, je crois, l'an passé. Ouais, le petit éventail qui est au-dessus de moi, je pense que vous étiez nombreux à l'utiliser. C'était de bonnes. Ça revient ça ou pas d'ailleurs les éventails cette année? On peut le que c'est prévu? Alors les éventails reviennent, Ok. mais ça sera un peu différent. Un peu différent. Ils seront électriques. Une clim portable. Une petite manivelle pour le temps. J'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le détail du coup un petit peu du partenariat, notamment le jeu de la chasse aux étoiles. Oui, on avait fait l'an dernier notamment, puisqu'on travaille avec les éditeurs partenaires qui sont français, comme Glénat qui sont là juste à côté. On avait organisé une chasse au trésor, donc c'était un jeu de piste pour aller à la chasse aux étoiles du manga. Glénat en faisait partie et l'idée c'était de se promener dans plusieurs stands, de flasher un QR code sur ces stands-là et pour participer au final à un tirage au sort 100% gagnant que l'on va réitérer cette année aussi d'ailleurs. Eh bien, on retrouvera ce petit jeu encore à Japan Expo cette année. Les éventails, ils reviendront sous un nouveau design aussi, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais également, cette année, il y aura un stand dans le village éditeur, ce qui n'était pas forcément le cas, je crois, que l'an passé. Tout à fait. L'an dernier, on avait un petit espace devant le hall 5 avec quelques poufs et quelques parasols. Cette année, on aura un stand dans le village éditeur également parce qu'on est également éditeur numérique sur certains titres, que ce soit manga ou smartphone d'ailleurs. Donc, on sera ravis d'accueillir les visiteurs ainsi que nos lecteurs et lectrices sur le stand. Très très bonne nouvelle. Également, en termes de chiffres un petit peu, Picoma, on est sur 4 millions de lecteurs, c'est ce que je vois, ce qui a été noté, 4 millions de lecteurs pour les smartphones,
Pour les romans, on a 30 millions de lecteurs. Alors, sur ce sujet-là, je pense qu'on parle de Pick Me Up. De Pick Me Up, ok, de d'accord. Pick Me Up, qui est la nouvelle série du studio Red Eyes, qui est à l'origine notamment de Solo Leveling, qui devrait arriver en fin de mois sur Picoma. Ah d'accord, ça sort en fin de mois sur la plateforme Picoma. Et dont j'ai le plaisir également d'annoncer que l'on invite la directrice artistique en tant qu'invitée à Japan Expo. Bonne nouvelle, c'est une très très bonne nouvelle. Mais tu nous as spoilé. Petit spoil, mais c'est pas grave, c'est cadeau. Ouais, c'est pas grave. Ah, vas-y, Il y a plein de raconte-nous un peu, on va faire quoi? C'est pas grave, personne n'a entendu tout ça. Mais j'ai une bonne nouvelle, parce qu'on a une vidéo teaser. Tout à de fait. Pick Me Up, on va se la mettre tout de suite. Et maintenant, c'est la vidéo teaser de Pick Me Up qui sort à la fin du mois. Ça va être la nouvelle série à retrouver sur Picoma, Pick Me Up, par le studio qui a fait Solo Leveling. Tout à fait. Et du coup, on aura les invités à Japan Expo, si je comprends bien. Qu'est-ce qu'on pourra trouver? Qui on pourra trouver précisément à Japan C'est la directrice artistique, puisque les webtoons, en tout cas les smartphones, sont beaucoup produits en studio. D'accord. Donc c'est la directrice artistique qui s'occupe notamment du projet dans le studio. Très bien. Et on pourra du coup la retrouver à Japan Expo cet été. Et ça, Tout c'est à fait. une très bonne nouvelle. On en reparlera. Je vous promets, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. On continue avec les activités. Et pour les invités, on en a parlé. Mais les activités qu'on pourra trouver à Japan Expo. On a quoi de prévu pour cette année? Est-ce que tu peux déjà nous en dire plus ou Il y a la saison 2 de la chasse aux étoiles que l'on va continuer et réitérer. Les éventails seront là avec quelques surprises. Et sur le stand, on prépare quelques animations. Je ne peux rien dire pour l'instant, mais ça sera très intéressant et amusant. Picoma, on retrouve évidemment de très très nombreuses séries. Vous travaillez déjà avec tous les éditeurs. Glénat aussi, vous êtes dessus. Et on pourra retrouver évidemment Picoma à Japan Expo tous les jours, tous les 4 jours du salon sur leur stand. On pourrait retrouver d'autres choses, ou ça va être des activités, parce qu'évidemment vous ne vendez pas du physique, hein, ça on s'en doute bien, vous faites du numérique. Peut-être des smartphones. L'an dernier, on avait reçu beaucoup de commentaires sur le fait qu'on avait du mal à trouver en fait le point d'arrivée pour la chasse au trésor. Cette année, ça sera très facile, puisque ça sera le stand Picoma. Il faudra venir sur le stand pour récupérer et participer au tirage au sort. Aujourd'hui, Picoma, c'est combien de séries sur la plateforme en France? Alors, Picoma, actuellement, c'est plus de 30 000 chapitres qui sont disponibles, Ok. plus à peu près un millier de séries qui sont disponibles à l'heure actuelle, mais qui continuent de grandir chaque jour dans la mesure où on lance 30 smartphones à peu près par mois et à peu près une quinzaine de mangas par mois également. Donc, de nouvelles séries, pas la suite. Donc, on continue la publication de ce qui existe déjà, mais également, principalement des nouvelles séries qui arrivent chaque mois. C'est ça. Même tous les jours, en fait. Pour vous, c'était une évidence, hein, je pense, de collaborer avec Picoma, qui est leader au Japon dans la lecture numérique. Vous qui... Ça a été une évidence à partir du moment où on a bien compris que Picoma voulait travailler avec tous les éditeurs, parce que l'objectif, quand on est partenaire officiel de Japan Expo, c'est quand même d'avoir sa marque qui est très exposée, et on ne voulait pas que ça puisse empiéter sur les actions menées par tous les autres éditeurs, tous les autres membres de la communauté professionnelle du festival. Et il se trouve que le premier truc que nous a dit Auré, c'est mais non, mais nous, on veut collaborer, on veut être partenaire de tous les éditeurs du marché, on va faire en sorte de travailler avec tout le monde. On lui a dit, vas-y, prouve-le-nous, montre-nous-en. Et il est revenu avec ses partenariats. On a fait, bon, c'est bon, viens. Et pour nous, ce qui était magique, c'est qu'en fait, c'est un service qui cartonne au Japon. Et que quand ce service qui cartonne au Japon vient en Europe ou en France, et se dit, tiens, on va faire notre promo, comment on va se lancer, ils choisissent Japan Expo comme marchepied pour se faire connaître. Et pour nous, c'est juste, d'un point de vue symbolique, quoi. C'est juste fou. C'était les débuts, enfin, quand le partenariat a commencé du coup l'an passé, Picoma venait d'arriver vraiment en France, c'était le tout début.
vous aviez choisi Japan Expo pour. Et quand il nous a pour- présenté Picoma, c'était tout en japonais. Hein. Ah, Au début, il n'y avait rien de traduit. Si, vous inquiétez pas, tout sera traduit. Oui, bien sûr. Merci, monsieur. Et on l'a fait. Et ils l'ont fait. Et voilà, et c'est vrai que pour nous, c'était une aventure très particulière. C'est la première fois aussi. On avait un partenaire officiel aussi impliqué dans le festival. Ça a été un travail titanesque parce qu'il a fallu repenser toute la signalétique, tous les endroits où on pouvait montrer des logos nouvelle forme. En plus, ça correspondait pour nous à un changement de charge graphique, donc c'était juste magique. Et ça nous a appris à travailler aussi différemment parce qu'on a beaucoup échangé et beaucoup collaboré. Ça s'est pas fait de manière instantanée. On parlait du temps qu'il faut pour organiser les stands. Ce genre de partenariat s'est monté, ça a généré beaucoup de réunions chez nous, beaucoup de réunions avec Pico. Voilà. Beaucoup. Voilà, pour trouver tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait changer. Eh bien, je pense que vous l'aurez compris avec tout ce qu'on a pu dire ce soir, mais autour de Japan Expo gravitent de nombreux partenariats, de nombreux partenaires qui gravitent autour du salon. Le Japan Expo, ça se fait pas en 2-3 jours, hein, mais ça se fait vraiment tout au long de l'année avec moult de personnes qui sont autour et qui œuvrent à ce que ces 4 jours soient une vraie fête autour du manga, de l'animé, des smartphones également. Et c'est plutôt une très bonne chose. Merci beaucoup Benoît qui va devoir nous laisser pour ce soir, mais en tout cas c'était, on te redonne un petit peu le micro si tu veux donner un petit mot de la fin, mais en tout cas c'était un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. J'espère que tu reviendras pour J'imagine nous qu'il y aura parler d'autres Japan Expo, donc oui. J'espère bien. Merci beaucoup à d'être tous. venu et merci à Glénat de nous suivre depuis si longtemps. C'est un réel plaisir.